le film sert un peu de caution, je dirais, politique, pour s'engager sans trop s'engager sur la question du génocide à Gaza. Nous ne prétendons pas une neutralité journalistique sur le conflit. D'ailleurs, le terme conflit lui-même est problématique. Mais on refusera toute forme de commentaire, soit qui viendrait minimiser les génocides, soit qui viendrait être antisémite aussi. En fait, voilà, on va parler. Et si vous en prenez au petit canard qu'on voit dans le trailer, c'est pas pareil. Ouais. Toi, Elias, tu connais bien Nadav Lapid. T'as peut-être vu tous ses films d'ailleurs, non? Ouais, j'ai vu tous ses films. Ouais. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu? Parce que Clément et moi, on débute. On connaît pas du tout, on découvre. Ouais, alors Nadav Lapid, je l'ai rencontré plusieurs fois pour un entretien qui a été publié en 2021 dans une revue dans laquelle j'étais, qui s'appelait Réplique, que j'ai co-réalisé avec Élise Lamarche. C'est un entretien qui se menait sur 6 heures au moment du confinement, où on a eu la chance de pouvoir parler avec lui pendant tout ce temps. Et donc, à cette occasion, je m'étais plongé dans sa filmographie. C'était avant le Genou d'Aed. Il sortait du succès de Synonyme, qui est un peu le film qu'il a révélé au sein de la cinéphilie mondiale. Il a eu l'Ours d'Or à Berlin. C'est un film qui est très beau. En langue française en plus. Qui est un film en langue française qui se passe en France. Voilà, Nadav Lapid, donc c'est un cinéaste israélien qui a commencé après son service militaire à devenir un peu une sorte de pamphlétaire dans Haaretz, il me semble. Et qui par la suite donc a commencé à faire du cinéma, une école de cinéma, etc. Et qui est donc un cinéaste dont le premier long métrage s'appelle Le Policier, mais qui avait réalisé auparavant un certain nombre de courts métrages assez remarqués, comme La Petite Amie d'Émile, je sais plus, Le Portrait d'un caméraman, enfin je me souviens plus du titre du film. C'est un cinéaste qui a l'habitude d'être plutôt autobiographique, en tout cas de faire figurer des alter-ego, et notamment depuis Synonyme, avec des alter-ego clairs dont le prénom commence toujours par un Y. Et c'est un cinéaste qui a réalisé donc il y a 3-4 ans Le Genou d'Aed, qui était sélectionné en compétition officielle à Cannes. Je me souviens plus s'il avait eu un prix, mais qui est un film plus ou moins de rupture, donc avec Israël, et à la suite duquel il a décidé de s'exiler en France. Voilà. Vous voulez parler un peu de c'est sûr que c'est un film qui transporte pas mal de choses, parce que il arrive à un moment un peu charnière de l'histoire d'Israël, c'est-à-dire pendant le génocide depuis le 7 octobre. D'ailleurs, le film, il est intéressant de le mentionner, a été financé par le Israeli Film Fund, mais avant le 7 octobre. C'est-à-dire que manifestement, c'est un projet qui n'avait pas cette forme-là. Il a fait pivoter son projet en cours de route après le 7 octobre. Ouais. Parce que, évidemment, le film est pénétré par le contemporain, mais il a fait pivoter le sujet. Et c'est un film qui est aussi, on en reparlera, mais tourné en territoire occupé, et aussi donc à 600 mètres de Gaza, ce qui peut, dans une certaine dimension, poser problème aussi. Voilà. Merci à ce très gentil. Est-ce que, Clément, tu as envie de parler du film? Non, mais de tenter de pitcher le film. Parce que c'est pas forcément évident. C'est vrai. Disons qu'il y a un peu un argument narratif, mais qui en fait arrive presque à un tiers du film, qui est le fait que on suit donc un couple, Y et Jasmine. Prénom de la femme. Yasmina. Ouais, quelque chose comme ça. À vérifier. Et qui sont un couple un petit peu il y a un côté un peu bouffon du roi, en fait, ils vont un peu de soirée en soirée au milieu des pontes israéliennes. Voilà, ils les divertissent, ils font des danses, des numéros, on comprend qu'ils se prostituent aussi plus ou moins. Et Jasmine.
Y va à un moment entrevoir une opportunité de vraiment intégrer ce milieu quand il est contacté par un membre plus ou moins éloigné de Tsahal, de l'armée, pour composer un chant, la musique pour accompagner des paroles d'un chant vantant les mérites de l'armée et un chant extrêmement belliqueux un chant génocidaire qui encourage le génocide, qui est la reprise d'une vieille chanson qui date des années 40. C'est ça, qui est une reprise et qui a été effectivement chantée par une chorale d'enfants. On l'apprend à la fin du film. C'est ça, en fait, que la chanson existe vraiment. Peu de temps après 7 octobre. C'est un élément effectivement tiré du réel. Et donc le personnage va à ce moment-là entrer dans une sorte un petit peu de dilemme. Il a à la fois envie d'appartenir un peu à ce sérail et en même temps se pose des questions morales. Et donc la première partie du film qui est plutôt concentrée sur la fête, une espèce d'excitation, d'énergie permanente, va laisser place à un voyage un peu plus introspectif qui amènera notamment Y, je pense préparer cette scène, aux abords de la bande de Gaza, à la frontière. Et voilà, donc on a un film qui est, on va dire, peut-être davantage un peu un réservoir formel que vraiment un film mené par son intrigue. Et vont comme ça s'enchaîner de scène en scène toute une série un petit peu de trouvailles, de tentatives de mise en scène plus ou moins baroque. Et voilà, le film dure 2h30 et c'est un film qui a un rythme assez soutenu, notamment à ce niveau-là, et en particulier dans son ouverture qui consiste en une série de scènes un peu de fête, en tout cas accompagnées par la musique, et où la caméra débridée va accompagner l'énergie de cette société huppée et décadente qui masque un petit peu, on comprend, la réalité insoutenable des agissements de l'armée par cette espèce d'ivresse illusoire. Si mon oreille me trompe pas, j'ai l'impression que Y en hébreu dans le film est prononcé Yud. Et donc je me demande dans quelle mesure est-ce que il ne donne pas cet alias à ses personnages aussi, presque pour la similarité avec Jude, mais en fait presque en même temps en faire Jude en allemand. Et en faire des sortes de double personnages, c'est-à-dire en même temps presque une sorte d'essence du personnage juif en Israël, et en même temps c'est pas du tout un personnage dans lequel on pourrait dire qu'il est neutre, un peu vide. Il y met beaucoup. Le personnage lui-même, comme tu l'as dit, est très bouffon du roi, très expansif. L'acteur est assez phénoménal dans sa propension à toujours être en mouvement. Et j'aimais bien... je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais une critique dire que c'était presque, quand il souriait, il grimaçait tout le temps. Enfin, c'était pas quelqu'un c'était toujours un sourire en grimace. Et cette propension à donner une lettre en prénom à un personnage, évidemment, ça fait penser à Kafka, qui lui appelait tout le temps ses protagonistes K. Enfin, tout le temps, j'exagère, mais en tout cas dans le procès et dans le château. Et ça vient donc aussi créer un écho, et j'imagine par-delà seulement ce film et dans les autres aussi, où tu disais qu'il y avait déjà ce processus de personnages pris dans un monde totalement absurde qui le dépasse, et dont finalement il peut même pas finir par l'appréhender, le comprendre. Même lui-même, son identité est un peu effacée au point où il n'a pas le droit de posséder un prénom. Et mais ce que je modérerais en disant que l'originalité du film dans la carrière de Nadav Lapid, c'est que la femme aussi a un prénom qui commence par un Y. Ce qui induit aussi une trajectoire dialectique entre deux alter-ego potentiels, puisque en vérité, dans le film, c'est la femme qui suit le trajet de Nadav Lapid. C'est pas lui, même s'il y a beaucoup d'éléments biographiques dans Yes, autour notamment de la question de la maternité et de la présence de la mère, qui est très importante pour Nadav Lapid, puisque ses parents en fait étaient des opposants au régime très tôt, en fait, dès les années 70-80, l'ont initié à une certaine culture underground d'une extrême gauche israélienne, et vis-à-vis et qu'ils ont été toujours indexés aussi à sa trajectoire de cinéaste, puisque son père est le scénariste de certains de ses films, et sa mère aussi était monteuse et travaillait sur ses films.
Donc il y a une présence. Sa mère est décédée avant le genou d'Aed, et le genou d'Aed est un hommage à sa mère. Et il y a aussi cette présence de la maternité chez Youd. Tout à fait, ils ont un enfant les deux. C'est ça qui est, je crois, le lendemain du 7 octobre, où il y a quelque chose comme ça. Ouais. Ou le jour même aussi peut-être, je sais plus exactement. Mais il y a notamment un plan, une série de plans assez intéressants dans la toute première partie du film, qui ne manquera pas de marquer tous les gens qui ont vu le film, qui est une séquence sur un remix techno de Acelehe de la SketchUp, où on voit d'abord le couple lancer cette musique, et la caméra accompagner leur excitation par des tremblements qui vont ensuite progressivement affecter le reste de Tel Aviv, où la caméra va sortir, se balader et filmer avec cette même énergie le paysage, et finalement c'est en revenant dans la maison, dans l'appartement, sur un plan sur le bébé qui lui-même va être affecté de cette même excitation collective, que la caméra va finalement se calmer. Donc évidemment, comme je pense la majorité des plans du film, il y a des idées formelles qui traduisent un sens, ou en tout cas presque un symbole ou un symbolisme, et là c'est celui de cette énergie qui déchaîne le peuple, qui déchaîne géographiquement, et qui va même déchaîner les gens qui ne sont pas encore conscients de ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire ce petit enfant, juste son existence fait qu'il va être touché de ce qui est en train d'advenir. Après, je pense qu'on peut dire aussi que j'ai l'impression que le festival un peu d'idées formelles du film, il n'est pas uniquement là, je dirais, pour apporter une dialectique politique à ce qui se joue. Il y a aussi un caractère assez ludique, en fait, ce qui fait que le film est parfois assez amusant, déjà par son outrance, mais aussi par des jeux formels. Enfin, typiquement, cette scène-là est assez drôle, quoi. Moi j'ai ri. Ou dégoûtante par la débauche, parce que moi, c'était plutôt un film qui m'a dégoûté, quoi. Au début, et quelque chose qui peut être intéressant de mentionner, c'est que le film s'ouvre avant même cela sur la présence d'un catalogue de caricatures de Gross, il me semble, donc un caricaturiste expressionniste allemand de l'époque de Weimar, avec dans cette description très comique du monde israélien, un rapprochement évident avec la société de Weimar et l'avènement du nazisme. J'en ai aucun souvenir. Alors, il me semble c'est un moment pendant une des fêtes, on voit un livre ouvert quelque part. Mais je crois que c'est vraiment un truc qui est assez visible là-dessus. Est-ce que vous voulez que je commence ? Je peux prendre un tunnel tout de suite, ou on peut continuer de discuter. Non, vas-y, fonce. Tunnel. Bon, en fait, je pense que sur oui, il y a deux modes d'analyse à opérer. Je pense qu'il y a une analyse du film en tant que tel et de la stratégie qu'emploie Nadav Lapid dans le film, et il y a une analyse du paratexte ou de critique de la critique à faire. Je pense qu'on peut commencer par le paratexte en disant que d'une part le film, un certain nombre d'organisations, à commencer par le Festival Sydney-Palestine, appellent au boycott culturel du film pour un certain nombre de raisons. D'une part pour le financement du Israeli Film Fund, la présence du film aux Ophir. Là-dessus, il y a toute une question. Parce qu'ils sont les Césars israéliens. D'accord. Et donc, qui ont ensuite été, je crois, critiqués par le gouvernement justement parce qu'ils et d'autre part, d'une contestation du film par le pouvoir, le régime. Il n'est pas distribué là-bas. Oui, effectivement. Il y a aussi une réception française qui est assez unanime, je dirais. Il y a un certain nombre de médias. Nadav Lapid est invité à la matinale de France Inter, ce soir avec Karim Ressouli, et notamment donc l'occasion de C'est ce soir montre un certain panel, de personnes qui ont été plutôt habituées à criminaliser la lutte pro-palestinienne, en tout cas en soutien au peuple palestinien, et je dirais que le film est habité, ou en tout cas Nadav Lapid, sa figure a été un peu transformée par l'écho médiatique du film, dans l'idée que le film sert un peu de caution, je dirais, politique,
pour s'engager sans trop s'engager sur la question du génocide à Gaza, ce qui peut être très énervant sur un certain nombre de points, puisque voilà, c'est les mêmes personnes qui ont eu pour habitude de criminaliser un camp. Enfin, la mobilisation pro-palestinienne a été énormément réprimée. Ce sont ces mêmes personnes qui portent au nu. Justement, je sais pas trop sur cette question, la question du boycott culturel. Pour répondre à la question de Sans queue ni tête, la question du boycott culturel, il me semble, dépasse aussi la question de l'argent qui va à Israël, mais aussi vise à faire exister enfin en tout cas dans les arguments du festival Ciné-Palestine, elle vise aussi à faire exister des formes palestiniennes, des images palestiniennes, des récits palestiniens du film. Et puis il y a donc tout ce paratexte qui effectivement rend très compliqué, je trouve, l'approche de Oui, puisque en tout cas chez moi, elle provoque des sentiments contrariés. Puisque elle en vient à m'énerver sur certains points, et en même temps, de fait, il faut reconnaître que le film énerve vraiment les fanatiques, les Israël, les ultra-sionistes en France, etc. Enfin, il provoque ce type de fonction, notamment par sa capacité de provocation. En ce qui concerne donc le film, je dirais que, eu égard à l'œuvre de Nadav Lapid, je trouve que le film est décevant. Le film est décevant. Il y a un côté légitimation de cette horreur qu'est Israël, en disant, regardez, Israël, c'est une vraie démocratie, ils acceptent la critique. Oui, peut-être dans le paratexte, dans ce que dit Nadav Lapid, dans l'émission C'est ce soir. D'ailleurs, il reconnaît que le boycott culturel a donc il n'y a pas de si vous boycottez Oui, je sais pas si ça va vexer Nadav Lapid. Bon, bref, cela dit, voilà, moi je trouve ça bien d'avoir des images du côté des colons et du côté des colonisés. Alors oui, justement, j'y viens. Je pense que la trajectoire autobiographique de Nadav Lapid que je décrivais avant, elle arrivait elle s'essoufflait, mais elle s'essoufflait brillamment dans le genou d'Aed. Et que c'est une sorte de trajectoire semi-existentialiste, en gros, voilà, d'une haine presque esthétique, existentielle d'Israël. Il parle beaucoup de la laideur d'Israël, qui est beaucoup montrée dans la première partie du film, et même dans la seconde partie du film. Je ne vise pas Lapid, oui. Voilà, donc il y a toute cette et que le cinéaste, qui se matérialise dans le film par ses alter ego, exprime complètement. Je dirais qu'il y a d'une part ce rapport d'une haine hyperbolique à Israël qu'il exprime complètement dans Oui à nouveau. Mais en fait, c'est un film qui n'est focalisé que sur Israël. Et je pourrais dire que dans le sens du film, ça n'est pas dérangeant, mais de fait, il s'inscrit en fait dans une perspective du cinéma de Nadav Lapid où les Palestiniens ont disparu. Dans les courts-métrages, dans le policier, il y a des personnages qui sont palestiniens, une dénonciation du conflit concret dans la société israélienne vis-à-vis des Israéliens arabes, des Palestiniens. Il n'y en a pas dans Oui. Il n'y en a pas du tout. Et il y a donc ce qui moi m'a posé problème en fait, c'est cette séquence au centre du film où donc Youd, après avoir entendu donc son ex amoureuse, son amour de jeunesse, dénombrer les crimes du 7 octobre, qui est effectivement quelque chose qui a beaucoup marqué, je crois personnellement, Nadav Lapid, et les dénombrer, c'est aussi une propagandiste, donc ce personnage d'amour de jeunesse. Tout le monde est propagandiste en fait autour de Youd. Cela dit, donc la scène se passe en face de Gaza où il va chanter son hymne pétri d'une haine, puisque jusqu'alors il semblait pas trop y croire.
Et donc il va y croire, et il se retrouve, la scène est véritablement tournée face à Gaza, sur ce qu'on appelle la colline de l'amour. Il y a un article du Monde qui est paru cet été sur la colline de l'amour, qui est donc effectivement un lieu où les soldats, mais non seulement les soldats, les gens de Tel Aviv vont se rendre pour assister au bombardement. Et ça s'appelle la colline des amoureux parce qu'ils y vont presque en couple pour regarder des feux d'artifice, quoi. Voilà, pour regarder des feux d'artifice. Et face à lui, donc, il y a cette ville qui est sous les bombardements. C'est dans le film qui précise que c'est 10 000 bombardements par heure ou... Non, il le précise en dehors du film. Ouais, ok. Ouais. Et donc face à cela, donc il va regarder donc il ne va pas regarder les bombardements. Lapide fait un contre-champ avec les bombardements et puis fait un panoramique qui aboutit à Yud qui n'est plus devant sur la colline de l'amour, mais en train d'embrasser son amour de jeunesse. Voilà. Et pourquoi cette scène me semble problématique ? Parce que c'est quelque chose qui est très central dans ce que dit Nadav Lapid, c'est la question du miroir, c'est de rendre le miroir. Il dit beaucoup je regarde Gaza, mais Gaza me regarde. Mais ce miroir rendu, il est toujours centré autour de lui. Et qu'en fait, il me semble que, en dehors aussi de problématiques formelles que je trouve dans le film, puisque je trouve que le film répète énormément des tics de mise en scène de Nadav Lapid, et qui arrive un peu qui s'épuise un peu, je trouve, dans le film. Mais en dehors de ces problématiques formelles, on arrive un peu à la limite structurelle du cinéma de Nadav Lapid, qui est un cinéma autocentré, non seulement autour de lui, mais autour de son identité d'Israélien. Et pour moi, le problème de cette séquence, c'est que Gaza ne se pose pas comme entité politique, comme matière documentaire. Il y a une phrase de Jean-Luc Godard dans Notre musique, c'est Israël entre dans la fiction et Gaza est du côté du documentaire. Mais Gaza, cette matière documentaire, ne se pose pas comme matière documentaire, mais comme équation morale pour la trajectoire de Yud, pour le côté fable morale. Et donc j'en arrive à l'idée que le film n'est pas du tout un film politique. Ça n'est pas du tout un film politique. S'il y a une part de discours politique de la présence de Nadav Lapid dans les médias, c'est un film qui est d'emblée existentialiste, moral, qui se pose des enjeux moraux vis-à-vis d'une équation morale qui est plus ou moins abstraite, puisqu'elle n'est pas incarnée concrètement dans le cinéma de Nadav Lapid. Et j'arrive à cela, et je trouve que c'est aussi le symptôme d'un certain nombre de films occidentaux qui se portent sur la Palestine, sur Gaza. Je pense notamment à Voyage à Gaza. En fait, il y a énormément de films qui n'arrivent pas à se déterritorialiser de la présence du cinéaste. Et j'en étais arrivé, je suis en train d'écrire un texte aussi pour Débordement là-dessus, mais j'en étais arrivé à la conclusion que Nadav Lapid était sans doute le plus anti-israélien des cinéastes israéliens, mais en aucun cas le plus pro-palestinien. Puisque de fait, la Palestine n'existe pas. Et ça, je trouve que c'est un sujet qui mérite d'être posé. Et moi, je suis assez déçu. Je suis pas un opposant au film, mais en fait, de fait, je suis très déçu puisque j'attendais d'une part un renouvellement de son cinéma. J'ai pas vu, mais se concentrer sur l'identité d'un colon et ce qu'il ressent sans contrepoint gazaoui, c'est grave. Je pose la question. En fait, le problème, c'est pas forcément cette question de l'identité du colon, parce que effectivement, il y a la question que se pose Nadav Lapid, c'est le problème existentiel d'être colon, c'est-à-dire d'être exilé à soi-même, de ne pas pouvoir, de ne pas appartenir à la terre où tu habites ou la terre où tu es né. C'est un problème existentiel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une époque où on attend, et je dirais pas l'argument de l'époque marche pas, mais c'est qu'en fait, même au sein de son cinéma, j'attends un renouvellement de représentation, et j'attends que non seulement il rende le miroir, parce que je trouve que mais j'attends qu'il se rende lui aussi, qu'il y ait cette confrontation directe avec la matière documentaire qui est la Palestine contemporaine. Et en fait, finalement, et c'est quelque chose qui m'avait assez frappé, du coup j'ai regardé le documentaire de C'est ce soir, et c'est qu'en fait la représentation de Gaza est la même dans C'est ce soir, qui est une émission assez affreuse, je trouve. Enfin voilà, c'est des tours qui s'effondrent, et dans le film de Nadav Lapid, c'est des tours qui s'effondrent.
C'est ça le Gaza dans le film. C'est même moins que ça, c'est de la fumée C'est moins noire. que ça, c'est de la fumée noire. Mais la question que j'ai envie de te poser, et c'est un peu celle qui va avec les questionnements du chat, c'est est-ce que il y a pas quand même quelque chose d'intéressant à trouver dans ce projet qui moi m'a fait penser par exemple à la zone d'intérêt du coup, de cette idée-là de on va s'intéresser à ceux qui ne regardent pas. Et justement poser cette question, problématisée. D'ailleurs dans le film, il y a plusieurs séquences où les personnages reçoivent sur leur téléphone des notifications du nombre de morts à Gaza. À ces moments-là, ils entendent les bombardements, les cris des gens, etc. Ils referment leur téléphone, ils les posent. À un moment même, on voit Youd dire je crois de Saal suite à des informations, etc. Est-ce que c'est pas quand même intéressant d'avoir un point de vue? Oui, qu'il y a une part de provocation, effectivement, parce qu'il y a cette idée aussi que... moi, j'ai pensé beaucoup au début du film, dans ces séquences à Tel Aviv, où justement, il va filmer Tel Aviv en bougeant sa caméra et en mettant les bruits des bombardements après les annonces des médias. Effectivement, cette intranquillité opposée à la tranquillité de Tel Aviv, qui est un peu la vitrine israélienne. Et effectivement, il y a aussi une part de provocation vis-à-vis du 7 octobre, de cette idée que il serait presque indécent de vivre de telle manière juste à côté du marasme qui est Gaza. Mais toutefois, Gaza n'existe que comme bombardement. En fait, oui, Avi Mograbi, moi par exemple, me semble que Benoît Rouilly sur YouTube, Avi Mograbi et Eyal Sivan sont des cinéastes qui réussissent à la fois intégrer leur identité israélienne et d'autre part la matière documentaire qui est le conflit, quoi. Oui, en fait, l'idéal, ce serait de pouvoir avoir accès aux deux types de cinéma, quoi. C'est d'avoir il n'y a pas de contrepoint. Mais c'est ça que tu critiques. Il n'y a pas de contrepoint. D'autant plus, c'est que les films gazaouis, eux, sont invisibles. Oui. Il y a le documentaire de la journaliste qui a été tuée. Farsi. Qui sort dans pas longtemps, je crois dans 2 semaines, un truc comme ça. Oui. Et puis il y a aussi Frank Ground Zero qui est sorti en février, il me semble, qui est une somme de courts-métrages gazaouis tournés pendant le génocide. Juste un moment dans le film où sont décrites les souffrances terribles des habitants de Gaza sous des bombardements. Oui. Mais je pense que, je suis d'accord en fait, mais en fait ça ne sort pas de la question de s'écentrer autour de la dynamique personnelle du personnage principal. Je dirais que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et en fait que c'est une impasse qui est presque intrinsèque à l'idée même du film, quoi, parce que j'ai l'impression, je n'ai pas vu les autres films de Nadav Lapid, mais que finalement cette espèce de contradiction, c'est-à-dire l'envie finalement d'appartenir et en même temps l'impossibilité d'appartenir à un Israël tel qu'il est actuellement, quoi. C'est de là en fait que jaillit la forme du film et ses réussites par ailleurs, quoi. Mais en même temps, finalement, le film n'existe que parce qu'il parle d'Israël et voilà, quoi. Donc en fait, c'est pour ça que la séquence de la frontière elle est intéressante, parce que d'une certaine manière, le film avance vers cette confrontation avec une altérité. Le son, comme vous avez dit, des bombardements qui revient. À un moment, on va presque nous montrer des images à travers un des personnages dont la tête se transforme en télévision. On sent que finalement le film irait vers ce passage de frontière, et au moment où le film y arrive, il fait demi-tour. Après, l'idée, c'est, d'une certaine manière, est-ce que finalement ça aurait suffi que le film, je sais pas, s'aventure momentanément du côté de Gaza, tu vois. Je sais pas si finalement ça l'aurait davantage équilibré, entre guillemets, d'avoir une sorte un moment à contre-champ ou un moment où on passe de l'autre côté. Est-ce que ça équilibre un film qui en fait est totalement du côté israélien? Donc finalement, pour moi en fait c'est un problème structurel. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'il y a un truc où le film ne pouvait pas franchir cet écueil. Dans tous les cas, c'était impossible, quoi. Ça aurait été un film qui n'a rien à voir avec celui-ci. Donc il y a à la fois cette idée de se dire on doit à la fois évaluer le film
dans la mesure où il réussit ou pas son projet esthétique, mais aussi se poser la question de ce projet esthétique fondamentalement, quoi. Ce que tu viens de faire, à mon avis, très bien. Est-ce que le film ne marcherait pas avec le hors-champ, puisque le spectateur sait du génocide à Gaza? D'une certaine manière, oui, puisque les faits qu'on voit, donc il y a des textes à l'écran qui correspondent à ces notifications, le son, évidemment, appelle un hors-champ qu'on connaît, mais que... d'une certaine manière, le film se repose aussi sur le fait que le spectateur va prendre en charge tout seul, finalement, ce hors-champ, quoi. Et en même temps qu'il apporte, je dirais, c'est assez... Enfin, il y a Occitane Lacurie de Débordement qui a posté sur Instagram aujourd'hui un post sur le film, qui est très vindicatif, mais que je rejoins en partie, ou même complètement sur tous les points qu'elle exprime. Et je sais plus sur lequel je venais, mais oui, par exemple sur la question de... Parce que beaucoup de gens en faveur du film disent il est allé tourner à 600 mètres de Gaza, il a risqué, effectivement, c'était un risque, il a risqué, il s'est heurté à Tsahal plusieurs fois, etc. De fait, il a pu tourner. De l'autre côté, il y a les gens de la Global Smooth Flotilla qui arrivent pas à Gaza, qui peuvent pas s'y rendre. Et d'autre part, moi je trouve qu'il y a littéralement, enfin c'est ce que dit Occitane dans le texte. D'autre part, moi je pense que c'est vraiment un problème structurel qui fait que c'était quelqu'un une cinéaste qui m'avait dit après le genou d'Aed, il faut que Nadav parle d'autre chose que d'Israël. De fait, on attendait plus ou moins un film de Nadav Lapid sur cette question, puisque c'est un cinéaste qui est vraiment ancré aussi dans le contemporain. Mais en fait, je me souviens de ce qu'elle m'avait dit, et elle avait raison, dans le sens où, en fait, la page est tournée. Et un autre truc qui me pose problème, c'est la solution finale, puisqu'il y a tout ce rapport entre Yud et sa femme, qui d'abord est montrée comme totalement adhérente au projet de Yud, et qui au final va... Mais plus pour des raisons financières que morales, d'ailleurs. Effectivement. Et elle finit par s'y opposer. Et elle finit par s'y opposer et s'exiler. Et en fait, moi, je trouve que c'est un problème. Parce que ça veut dire que quand on pose une équation morale, enfin, ça vient complètement faire s'effondrer le film. Quand on pose une équation morale, le problème, c'est de ne pas en faire partie. Enfin, de ne pas y répondre. Je veux dire, il y a quelque chose... Enfin, je comprends de fait que certains ou certaines veuillent s'exiler, etc. Mais enfin, je trouve que comme issue du film, c'est complètement... c'est complètement absurde. Il y a plusieurs choses que j'ai envie enfin, il y a plusieurs points sur lesquels j'ai envie de répondre. Déjà, la question de Nadav Lapid qui aurait plutôt dû filmer la réalité gazaoui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème purement matériel de Nadav Lapid avec une caméra et une équipe de tournage qui essaye de rentrer sur le territoire de Gaza? Déjà, c'est probablement impossible. Ouais. Et donc, pour lui, filmer Gaza, en fait, 600 mètres, c'est presque le plus proche qu'il peut atteindre physiquement avec une caméra pour filmer cet espace-là. Je dis pas que ça justifie l'absence des Gazaouis dans le film, je dis juste que politiquement, pour le réalisateur, ça a sûrement dû être le geste documentaire le plus proche qu'il a pu exécuter. Et ensuite, concernant la question de l'acceptation, de la confrontation, etc. C'est ce que les personnages dans le film traitent, et c'est aussi la question presque du titre, oui, c'est-à-dire la simple idée de considérer que ne pas dire non, c'est dire oui, et que le personnage le dit à un moment, il y a que deux mots qui existent, oui et non, et en fait il vient lui-même rappeler à tout le monde, à tous les Israéliens et même beaucoup de gens à l'international qui semblent vouloir ne pas prendre part au conflit, dire que c'est compliqué, qu'il faut écouter, etc. Et que donc passivement, ils acceptent, ils disent oui. Et c'est pour ça, pour moi, que sert ce personnage de Yasmine, c'est pour incarner un non. Et trouver une façon dans le film, à Tel Aviv, d'incarner un non, et ce non ne peut se traduire pour un Israélien que par une désolidarisation de l'espace géographique israélien qui a pour principe de donner une terre au peuple juif,
Et donc à partir du moment où un juif quitte la terre du peuple juif, c'est-à-dire qu'il dit cette terre n'est pas légitime et ne devrait pas exister. En tout cas, c'est comme ça que je comprends la trajectoire du personnage de Yasmine. Oui, c'est un peu, si vous êtes là, c'est que c'est oui, il y a un truc un peu voilà, comme ça. exactement. Ouais. Mais oui, tout à fait. Et pour revenir peut-être sur la question de la matière documentaire, etc., Nadav Lapid, ses 2 premiers courts-métrages, donc qui sont des courts-métrages de jeunesse réalisés dans les années 2000. Le premier, c'est un truc d'école, presque un film de fin d'études, où en fait c'est un plan séquence, plan fixe, où il va filmer à travers un miroir un agent de nettoyage palestinien dans son école de cinéma. Et de l'autre film, c'est un film, je me souviens plus des titres des films, mais voilà, c'est un film qui se passe sur une route où il montre des travailleurs palestiniens dirigés par un patron israélien qui sont tous otages d'un mouvement de libération ou qui sont tous pris en otage. Et ces 2 films qui, dès le début, ces 2 premiers films posent la question de l'apartheid. En fait, ce que je note, et moi, ce qui me pose problème, c'est qu'en fait, son cinéma se resserre aussi. Se resserre sur lui. Oui, c'est-à-dire qu'au-delà de filmer les Palestiniens de Gaza, il aurait pu filmer les Palestiniens d'Israël. Oui, qu'en fait, des Palestiniens en Israël, malheureusement, il y en a plein partout. Ouais, c'est ça. Alors, au-delà de ce que Elias a dit, pour lequel je suis 100% d'accord, le souci vient aussi de la forme parabolique qui évite tout rapport au réel, y compris de la parole d'Israéliens de base. On n'a qu'une collection d'une classe sociale de l'élite, artistes, la jet-set, une milliardaire, des dirigeants. Il faudrait accepter que cette caricature vaille pour tout Israélien. Oui, même si... mais même s'il y a un discours... dans d'autres films, le discours s'adresse à d'autres camps de la société israélienne, notamment dans Le genou d'aide, à une soldate. Donc il y a une sorte... il y a effectivement... À l'échelle de la filmographie, ça construit aussi peut-être... Il y a un côté effectivement fabuliste chez Nadav Lapid. Ça me faisait penser à quelque chose mais que j'ai oublié. Il y a un côté parabolique, mais il y a aussi un côté tragédie antique. Dans le film, en fait, il y a 3 actes qui sont, à mon sens, qui observent une sorte de retour en arrière à chaque fois. Le dernier se situe en partie dans un théâtre. Dans un théâtre à Chypre. En fait, c'est un retour en arrière et une fuite en avant. C'est-à-dire qu'on commence à Tel Aviv, qui est un des points de base de la création d'Israël, qui est une des villes qui est dans le plan de 47, etc. Et d'autre part, qui est une ville techno-futuriste, qui est ultra moderne. Oui, le cinéaste ne manque pas de filmer les gratte-ciel, de filmer toute cette technologie-là. On passe dans la deuxième partie au territoire palestinien, à ce désert un peu biblique, qui rappelle d'une part les évangiles, les lieux où Jésus a erré, quoi. Les territoires occupés, qui sont effectivement les lieux où, les lieux de la Bible, quoi. Nazareth, Hébron sont des villes palestiniennes. Cela dit, ça me fait aussi penser, par exemple, au film Note pour un repérage en Palestine, repérage en Palestine pour un film le film de Pasolini sur la Palestine qui tourne avant de faire l'Évangile selon saint Matthieu, où en fait il va visiter Israël, la Palestine et le désert et dire mais c'est fou que Jésus ait pu évoluer dans un territoire aussi moche. C'est plus ou moins ce qu'il dit. Et ensuite d'arriver dans une colonie israélienne et de dire mais ils n'ont aucun lien avec les premiers chrétiens, la verve des premiers chrétiens. Donc il y a quelque chose. C'est pour ça qu'il se retrouvera à tourner le film complètement ailleurs. Ouais. En fait, il savait déjà qu'il allait tourner dans le sud de l'Italie en faisant repérage. Bref. Et puis on a donc cette fin dans un théâtre antique qui est l'avenir du projet israélien, puisque Israël convoite aussi Chypre, ça se passe à Chypre, et Israël convoite Chypre. Mais de fait, il y a aussi ce rapport avec la trilogie, la tragédie antique, la tragédie en 3 actes, et aussi avec la comédie antique, la comédie d'Aristophane, qui veut montrer un miroir négatif à la cité. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aurais pu dire, mais je pense que c'est que tu as dit, même si je peux me permettre. Mais de fait, on est toujours dans un côté de fictionnalisation et un rapport à la fictionnalisation en dépit de. Enfin voilà, je trouve que j'ai des sentiments contrariés à l'égard de ce film. J'espère que voilà.
Après, je trouve aussi que finalement, de cette impasse, mais presque, voilà ce que tu disais, Loïc, cette impossibilité finalement à habiter sans être complice, quoi, viennent certaines des solutions aussi les solutions formelles les plus réussies du film, quoi. C'est-à-dire, moi je trouve que la première partie là-dessus est à la fois une sorte de matraquage un peu étouffant et en même temps très réjouissant parce qu'on sent qu'il y a une espèce d'explosion formelle. Et j'aime bien cette idée un peu presque du geste punk, quoi, c'est-à-dire au sens littéral, c'est-à-dire je sais pas, la maxime punk par excellence, ce serait nos futurs, et là il y a presque une espèce d'horizon qui serait nos movies, quoi, une espèce d'autodestruction du film, comme s'il allait vomir en fait toutes ces images qui sont devenues presque intolérables, avec cette façon qu'a la caméra dans la séquence que tu as décrite, mais aussi dans la longue séquence d'ouverture avec des panoramiques circulaires comme ça incessants, de vraiment presque anéantir visuellement, quoi, la matière de cette société, de cette vitrine, quoi, de vraiment de la prendre et de la vomir un petit peu comme fait le personnage. Et je trouve que c'est une idée assez forte, en tout cas, de presque aller vers un point d'irregardable d'une certaine manière pour exprimer cette espèce de détestation. Il y a une espèce à la fois de voracité et de vomissement, quoi, un peu en même temps à l'œuvre, que je trouve assez singulière, quoi, assez efficace. Bah, c'est vrai que de ce que je sais pas si les autres films de Nadav Lapid pouvaient un peu ressembler à ça, une sorte en fait le problème c'est qu'ils ressemblent tous à ça. Tout. Ben, c'est pour ça que j'entends aussi et qu'il y a un côté pilotage automatique, je trouve. Sinon oui, c'est effectivement là il pousse les curseurs, notamment de ce principe très courant chez lui de cette caméra libre, parce que en fait il pense que la caméra, enfin c'est une logique de caméra stylo en quelque sorte, c'est que la caméra est indépendante du personnage et qu'elle fait preuve de la subjectivité de Nadav Lapid lui-même. Et il y a aussi un autre effet qui est très lapidien, qui est commun à tous ces films, c'est le monologue dit très rapidement en plan séquence. Et là, c'est la description du 7 octobre. C'est la description du 7 octobre, mais il y a un certain nombre enfin, dans tous les films de Nadav Lapid, il y a un monologue dit en plan séquence très rapidement. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que la voix off qu'on entend régulièrement dans le film, elle est lue par Nadav Lapid lui-même? En tout cas, c'est pas la voix de l'acteur principal. Je sais pas, celle qui intervient de temps en temps pour donner presque des descriptions objectives de ce qui est en train d'avoir lieu et presque comme une sorte de note d'intention d'ailleurs du film, notamment une phrase qui m'a plutôt marqué, que je vais paraphraser, qui était de l'ordre de le peuple juif s'est tout le temps demandé comment est-ce qu'une telle horreur pouvait être normalisée, c'est-à-dire celle de la Shoah, et ils en sont leur propre réponse, quoi. Oui, absolument. Et c'est je crois un cas assez pas unique de ce que tu nous dis, Elias, mais en tout cas assez intéressant de film qui est presque en permanence en rébellion contre lui-même, quoi. Mais c'est aussi un peu d'une certaine manière la limite du film, c'est-à-dire c'est un film anti lui-même, mais du coup qui se pose la question de lui-même, quoi, en permanence. Voilà. Bonsoir. Je sais pas s'il y a des avis sur le film. Ouais, on aimerait bien avoir vos avis aussi. Si c'est un film après, il vient de sortir ce mercredi, mais je trouve qu'il a... Bon, ce que j'avais dit, puisque j'avais croisé la productrice juste après la séance où je l'avais vu, j'avais dit, parce que en fait moi je suis resté très longtemps sans avis sur le film. En fait j'ai été assez médusé, et c'est plutôt au moment de la sortie et de la réception un peu dithyrambique du film que je me suis dit qu'en fait il y avait un vrai problème avec ce film. Enfin, je reconnaissais, enfin mes réflexions étaient toujours les mêmes et à l'état embryonnaire, mais j'arrivais pas à savoir si somme toute je donnais raison quand même à Nadav Lapid. Et en fait je pense que c'est un peu moi personnellement ma rupture avec son cinéma, puisque de fait s'il refait un film comme ça, je pense que je sortirais du train définitivement. Alors que tu considères que Synonyme est un film alors que j'adore Synonyme, Le Genou d'Aide, etc. J'aime un peu moins L'Institutrice, mais Le Policier j'aime beaucoup. Ouais, tout à fait. C'est un cinéaste que j'ai beaucoup aimé, quoi. J'avoue, j'ai un peu du mal à me faire un avis dessus. Je sais pas trop ce qu'il aimerait être, mais il y a des trucs qui m'interrogent vraiment, genre Le brisage du quatrième mur et les gars qui sont sur un hologramme.
C'est ton deuxième commentaire sur le gars qui se transforme en hologramme. C'est vrai qu'il est bizarre. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la métaphore visuelle de on a des images dans la tête et on est drivé par. Oui, tout à fait. Et puis c'est aussi cette omniprésence de quelque chose qui est pas forcément présent dans le film, mais de la propagande israélienne sur les réseaux sociaux, quoi. En fait, ce type incarne ça aussi. Ouais, vraiment, il m'a perturbé le bouc. Ouais, mais je pense que c'est un peu une mise en scène de Trump, Netanyahou, clair, tout ça, la guéguerre sur les réseaux sociaux, son bronzage orange et sa moumoute jaune sur la tête, quoi. Ouais. Après, c'est aussi parce que j'ai et société ER, quoi, un peu. Je trouve. Ça fait un peu société ER. J'ai enregistré avec Josué Morel et Corentin de Criticat le premier épisode d'un podcast qu'ils ont annoncé et qui va revenir sur 2 films par mois, sorte un peu de nouvelle version d'Atari. Et ce que disait Josué, qui est aussi intéressant, c'est que d'une certaine manière, beaucoup des ingrédients formels du film ne sont pas réductibles à leur portée discursive sur la politique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi des trucs qui obéissent à une stricte logique de jaillissement formel, quoi, et qui sont pas simplement c'est pas que de l'ordre de la métaphore en permanence, quoi. Ce qui fait que le film est aussi à la fois très très clair et en même temps un peu insaisissable. Il y a un peu de bizarreries. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est un cinéaste qui est assez, qui est un grand cinéaste en dehors de ce film. Ouais, mais qui est peut-être à bout de course. C'est plutôt ça que tu veux dire. Ouais, j'imagine en tout cas pour des gens comme Clément ou moi qui découvrions le cinéaste, c'est assez étonnant, rafraîchissant. Ouais, exactement. Oui. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que sur le plateau de C'est ce soir, il y avait Karim des gens... critique avec des Karim médias. Rissouli. Et donc oui, on va faire de la critique, mais il y avait des gens, ils avaient l'air de rien connaître au cinéma, quoi. C'était fabuleux. Moi, Tarkovsky Dagot, j'aimerais bien répondre à ta question. C'est qu'en fait, il y a plusieurs moments dans le film. Enfin, il y a des couleurs chaudes au début du film puisque on est dans une femme de chaude. Et puis ensuite, enfin, il y a aussi le fait qu'il se teint les cheveux. Il y a un côté, du coup, Raphaël Pirer comparait le film avec Le Mépris, mais effectivement, il y a ce côté Brigitte Bardot qui a les cheveux blonds et qui devient brune au moment de la dispute avec Piccoli. Et là, c'est un peu la même chose, c'est que le personnage change d'humeur, ou en tout cas, son épouse change d'humeur. Voilà. Et la question de la colorimétrie, là, c'est vraiment une question purement pratique. Je pense que c'est pas volontaire, mais en effet, il y a un peu des problèmes d'étalo de temps en temps qui doivent sûrement venir de problèmes à la prise de vue. Oui, mais c'est pas l'urgence aussi. Ouais, je pense que. On sent qu'il pousse vraiment au bout un peu la matière visuelle du film, quoi. Donc c'est presque, ça va avec une certaine manière. L'autocentrage du film. Oui, tout à fait. Oui. Et Benoît Rouilly, Est-ce qu'il n'est pas impossible de faire un film sur la Palestine et Israël, toujours critiqué de tous les côtés? C'est compliqué, le cinéma d'une guerre en train de se faire. D'une part, on en parlera avec la séquence que je souhaiterais vous montrer de Ici et ailleurs, mais d'autre part, moi, je pense que on arrive quand même à un corpus depuis 2-3 ans, pas forcément sur Gaza, mais sur la Palestine, de films qui sont assez identifiés là-dessus. Donc il y a le film de Sepideh Farsi qui va sortir dans pas longtemps. Il y avait No Otherland qui se passe avant le 7 octobre. Il y a Voyage à Gaza qui se passe avant le 7 octobre, qui est fini le 7 octobre. Il y a À Gaza, que j'ai vu au film Marseille de Catherine Guibert. Il y a de Nadav Lapid, évidemment. Donc il y a From Ground Zero, il y a tout ça. Et en fait, je pense qu'on pourrait délimiter ce corpus un peu en 2 phases. C'est d'une part Once Upon a Time in Gaza, oui, évidemment. Non, il est pas sur Débordement, il est sur l'Instagram d'Occitane. Voilà, mais il a été retweeté, reposté par des gros comptes, notamment Rima Hassan, donc je pense qu'il doit arriver sur les Instagram d'un peu tout le monde en ce moment. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on peut commencer à étudier ce corpus. Et c'est qu'en fait, il se délimite en 2 blocs, je dirais. D'une part, un corpus d'initiatives qui donne, disons, la caméra... Oui, tout à fait, mais que j'ai pas vu, moi, personnellement. Mais qui donne la caméra, disons, à la matière documentaire, ou en tout cas qui naissent aussi d'initiatives du monde arabe, etc., comme From Ground Zero. Et d'autre part, des films occidentaux. Et moi, je trouve que c'est une tendance un peu commune aux films occidentaux dans une mesure différente,
qui est une impossibilité de se décentrer. Ouais. Et qui naît sans doute du film dont je vais vous parler après, puisque c'est une question qui se pose ici et ailleurs, la question du décentrement, du rapport, de forcément de ce qu'on met quand on réalise un film sur l'altérité. Mais cela dit, y compris dans À Gaza, qui est un film qui montre en fait des images de journalistes palestiniens, qui est un film qui est, voilà, il y a des moments de poésie que je trouve assez où elle va lire en fait de la poésie, la réalisatrice, que je trouve assez douteux, au milieu d'un film que j'aime assez. Et c'est qu'en fait, j'ai l'impression que chez les cinéastes occidentaux, il y a une impossibilité de se décentrer et ne pas dire quelque chose, alors qu'on a, je pense, besoin, dans un sens, de se centrer sur, enfin, de se décentrer et de aussi d'entendre des voix qui sont pas les nôtres. Et ça passerait aussi potentiellement par une sorte de décrochage aux règles un peu préétabli du cinématographique et tout, notamment un passage poétique presque obligatoire dans un film ou des choses comme ça. Voix off obligatoire, etc. Enfin, Voyage à Gaza, je sais pas si vous l'aviez vu, mais ça posait beaucoup de questions là-dessus, mais je trouve c'est un film qui n'est composé que de voix off et où il va rapporter dans la voix off ce que lui disent les gens qui rencontrent à Gaza. Et c'est tourné avant le 7 octobre. Mais je trouve le film justement très très autocentré de la même manière.